Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Mon travail porte finalement sur les innombrables significations que nous mettons sur le monde qui nous entoure. Il y a donc évidemment une sorte de poétique du monde, mais de poétique dans le sens de Bachelard, c'est-à-dire c'est pas une poésie, c'est plutôt, ce sont plutôt des constellations de significations qui orientent nos comportements à l'égard des autres ou à l'égard du monde. Pour moi, la réalité n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les interprétations que nous effectuons à son égard. Il n'est donc de monde que de regard. Et c'est évidemment à partir de là que commencent les sciences humaines et sociales, c'est-à-dire l'idée que le monde est construit, que le monde est ce que nous en faisons les uns et les autres à travers nos interactions. Et donc mon travail d'anthropologue a consisté depuis longtemps à réfléchir par exemple sur le corps, sur l'anthropologie du corps, la manière dont les sociétés humaines façonnent nos corps, nos valeurs, nos perceptions du monde, nos perceptions sensorielles, nos émotions, notre rapport à la douleur, puisque j'ai énormément travaillé et écrit autour de la douleur. J'ai aussi énormément travaillé sur la souffrance, sur le mal de vivre adolescent. Donc, j'ai beaucoup écrit sur les conduites à risque de nos jeunes, que ce soit les troubles alimentaires, les phénomènes des hikikomori, ces jeunes qui se recluent dans leur chambre sans plus jamais en sortir. Mais les conduites à risque de nos jeunes, ce sont aussi les troubles alimentaires, c'est la toxicomanie, c'est l'alcoolisation, c'est la violence, la délinquance, etc., etc. Finalement, mon travail a beaucoup consisté à réfléchir sur une espèce de ligne d'ombre qui est imprégnée d'ambivalence, imprégnée de complexité, où des hommes ou des femmes finalement agissent un peu à leur détriment, ou ce que une vision bienveillante et bien pensante pourrait dire leur détriment, parce qu'en même temps, ce sont ces personnes douloureuses chroniques, ces jeunes en souffrance, ces jeunes qui sont immergés dans les conduites à risque, ont trouvé finalement une manière de ne pas mourir, une manière de tenir le coup, une manière d'exister, mais en payant le prix d'une douleur chronique par exemple, en payant le prix d'une dépendance à la drogue ou à l'alcool ou aux scarifications ou à autre chose. Finalement, mon travail aussi, c'est de m'interroger sur ces innombrables manières que nous avons d'être des hommes ou des femmes dans le monde contemporain. Voilà. Mais tout mon travail, finalement, est marqué aussi par l'ambivalence. C'est-à-dire, on n'est jamais dans le manichéisme du bien ou du mal, on est plutôt dans un autre monde ambivalent, où on peut parfois faire des choix qui peuvent nous détruire, qui peuvent nous démolir, mais en même temps, nous sommes les maîtres d'œuvre. On ne choisit pas d'être anorexique, évidemment, on le devient, mais à partir du moment où on est dans l'anorexie, c'est une manière aussi de tenir le coup, une manière de ne pas mourir, une manière de résister à une difficulté d'être à l'intérieur de sa famille ou à l'intérieur de son existence. Voilà, donc j'ai essayé de comprendre tous ces comportements ambigus, ambivalents, tous ces refuges paradoxaux, comme là, donc aujourd'hui, c'était Alzheimer, une autre manière d'être là sans plus être là, mais une manière que j'ai analysée comme pouvant être choisie, entre guillemets. Mais choisi, évidemment, c'est pas du tout dans le sens cartésien d'un je pense donc je suis, je décide d'aller me promener à Reims ou à Strasbourg. C'est plutôt une nécessité intérieure qui va amener un certain nombre d'hommes ou de femmes à ce que j'ai appelé cette tentation Alzheimer, c'est-à-dire la tentation de ne plus être là, de ne plus exister, de ne plus avoir de compte à rendre, de ne plus porter sur ses épaules un monde qui devient de plus en plus lourd, de plus en plus insupportable, de plus en plus intolérable. Et donc il y a cette espèce de nécessité intérieure qui fait que peu à peu, ces personnes se retirent du monde, entrent dans un processus de renoncement pour apparaître aux yeux des autres comme n'étant plus reconnaissables, comme n'ayant plus d'identité. Mais je pense qu'elles ont encore une identité, elles sont encore reconnaissables, mais dans un monde de sens autre, dans un monde de sens autre que nous avons à explorer, que nous avons à comprendre et que nous pouvons peut-être réussir à atteindre à travers un long cheminement avec eux, à travers une patience, à travers une qualité d'écoute, une qualité de présence
Et le sentiment que ce sont toujours des gens qui sont là, pardon. Le sentiment que ce sont toujours des hommes ou des femmes qui sont là, même si elles n'ont plus le langage, même si elles ont un langage du corps aussi qui est complètement déstructuré à nos yeux, il ne l'est pas forcément à leurs yeux, à elles. Voilà, donc nous avons un effort d'accommodement, un effort d'ajustement, un effort d'inventivité à faire à leur égard. Voilà, mais je pense qu'il y a comme ça dans la médecine un certain nombre de cliniques qui sont particulièrement difficiles. Bon, j'ai donc beaucoup travaillé sur la clinique de l'adolescence, hein, les pédiatres, les psychothérapeutes qui travaillent avec des adolescents doivent souvent se remettre en question parce que ce qui marche avec l'un ne marche pas du tout avec un autre. Et puis il n'y a plus de recettes, il n'y a plus rien, il faut savoir se surprendre. C'est la même chose pour moi dans la clinique de la douleur, par exemple, puisque la douleur ne se voit pas, elle n'a pas l'évidence du sang qui coule, donc il faut que les médecins soient particulièrement empathiques, entre guillemets, en tous les cas cheminent avec l'histoire de vie du patient pour pouvoir le comprendre et pouvoir soulager sa douleur. Je pense qu'il en va de même pour toutes ces altérations de soi qui composent souvent le grand âge, ce qu'on appelle la démence, ce qu'on appelle Alzheimer. Il faut aussi que les médecins ou les travailleurs sociaux ou les soignants qui travaillent avec ces personnes soient particulièrement attentives, particulièrement inventives, parce qu'elles n'auront aucune recette jamais pour pouvoir se comporter avec ces personnes, qui ne cessent de les surprendre, parfois de les déranger. Voilà, mais nous n'avons pas de recette. Nous avons inventé le chemin avec elles. Poésie, ça veut dire faire, hein, en grec. Bon, donc poésie, c'est pas rien. Mais c'est faire avec quoi? C'est quand même très mystérieux. Donc justement, ce que vous dites, c'est on est devant un monde qui... Parce qu'on est aussi, nous, dans un monde, vous l'avez dit tout à l'heure, alors là, la poésie, franchement, elle a disparu totalement, quasiment. Il faut vraiment la chercher. Il faut vraiment travailler pour être dans la poésie, dans un regard poétique du monde, en tout cas. Et donc, ces gens, ces personnes qui sont là devant nous, la question, c'est justement de les regarder autrement, de les redécouvrir, de les relire, voilà, comme on le ferait d'un paysage, voilà. Et ça, on n'a pas les clés. Les clés qu'on nous donne, ce sont effectivement des clés, des cases et des croix. Bon. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus clair. Mais est-ce que c'est bien ça? Enfin, est-ce que c'est bien ça? C'est-à-dire, c'est aussi il y a aussi un peu une question de vertige là. Hein. C'est-à-dire que on a les connaissances qu'on a, on a les a priori qu'on a, on a la bienveillance qu'on a, on a la fatigue qu'on a, éventuellement. Bon. Et avec ça, on va essayer de faire quelque chose, mais c'est pas du tout gagné. On ne sait pas où on va, d'une certaine manière. Mais il faut peut-être mettre ça en avant, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va pour éventuellement aller quelque part, parce que sans ça, on va rester. Enfin oui, c'est ça. Donc c'est un peu ça que je voulais dire effectivement par poésie, parce que c'est compliqué la poésie. Mon travail finalement, c'est aussi mon travail d'anthropologue, hein, c'est de déplacer un certain nombre de questions. C'est de briser les évidences avec lesquelles nous vivons, c'est de dépayser le regard que nous avons sur le monde. L'anthropologie, c'est par exemple de comparer, entre guillemets, les sociétés humaines les unes par rapport aux autres, décliner par exemple les représentations du corps ou les représentations de la mort ou les représentations de ce qu'on appelle le handicap ou de la vieillesse, et puis découvrir finalement que telle société vit avec une vision, par exemple anatomo-physiologique du corps dans nos sociétés occidentales, c'est la vision de la médecine, mais dans d'autres sociétés humaines, par exemple, la notion de corps n'existe pas. Et quand on envisage la dimension de la chair, entre guillemets, qui nous compose dans ces sociétés, on va plutôt recourir à une vision cosmologique du monde. On va nommer les organes à travers des fruits, à travers des fragments du végétal, etc. Et comme si l'humain était un écho du cosmos, hein, comme si nous étions presque des poussières d'étoiles, si je le dis de manière un peu peut-être trop poétique. Mais donc l'anthropologue découvre très vite qu'il y a d'innombrables représentations du corps, qu'il y a d'innombrables représentations de la mort, et puis que c'est avec ça que nous vivons au quotidien, chacun de nous. Donc mon travail, ça a été de déconstruire ces évidences,
d'ouvrir un autre monde finalement à travers mes recherches sur les conduites à risque, sur la douleur, sur le Alzheimer, mais aussi sur le silence, sur le visage, sur le rire, mon dernier livre. Voilà, je ne cesse donc d'interroger le monde, de le déconstruire, mais en même temps, je pense que c'est toujours ouvrir d'autres chemins. Et là, on pourrait dire que, s'agissant par exemple de l'interaction avec des personnes, des adolescents en souffrance, ou des personnes douloureuses chroniques, ou des personnes à Alzheimer, il n'y a jamais de chemin tout tracé. Il faut que les personnes accompagnantes sachent se surprendre et cheminent avec un chemin qui n'est jamais donné. Là, on retrouverait la formule du poète espagnol Machado qui dit que le chemin se fait en marchant. Donc on n'a pas au départ une recette pour nous dire vous mettez un pas devant l'autre et puis vous allez arriver à tel endroit et vous tournez à droite ou à gauche. Non. On avance dans l'improvisation, dans l'intuition, dans nos capacités d'empathie, d'identification à l'autre. Je pense que ça, c'est fondamental, cette capacité de s'identifier à l'autre. J'ai l'impression finalement que toute ma vie, j'aurais travaillé un peu comme ça. D'abord en ayant, c'est vrai, été un adolescent extrêmement mal dans sa peau, en ayant traversé moi-même les conduites à risque. Donc j'avais vécu de l'intérieur, ce qui me permettait plus facilement de comprendre pourquoi d'autres jeunes pouvaient recourir aussi à ces formes extrêmes. Voilà, donc l'anthropologue travaille avec cette capacité d'identification à l'autre, mais évidemment c'est le quotidien des soignants qui doivent être capables de se dire si je fais ça avec mon patient Alzheimer, est-ce que moi j'accepterais qu'on me le fasse si j'étais à sa place? Voilà, et c'est là que commence l'éthique d'ailleurs, c'est la reconnaissance du visage de l'autre. Est-ce que je suis prêt à soutenir le visage, le regard de l'autre quand je lui prescris telle médication ou quand je lui fais tel soin? Si je ne suis pas capable de soutenir son regard, je ne suis plus dans l'éthique. Je suis dans une forme de violence à son égard, puisque moi-même, de toute façon, je n'accepterai pas qu'on me fasse ça. Si je le fais, j'entre d'une certaine manière dans la banalité du mal. Donc nous devons essayer d'éviter, évidemment, ce genre de comportement. Mais parfois, je sais bien, et je l'ai dit, je ne veux jamais être un donneur de leçons. Je sais que dans certaines institutions, il est très difficile d'aller à l'encontre d'un certain nombre d'usages, d'habitudes qui peuvent être terriblement néfastes. Parfois, on est un peu isolé dans son établissement pour essayer de faire entendre une autre voix. Voilà, je pense par ailleurs qu'il ne faut jamais renoncer. Il faut toujours essayer de maintenir son engagement, sa résistance, tout en essayant de s'accommoder peut-être à un certain nombre d'exigences du lieu où l'on travaille, mais en tous les cas d'ouvrir des portes, d'ouvrir des possibilités, d'ouvrir des échappées belles qui vont permettre quand même de sauver son âme, en tous les cas de professionnels, et de ne pas quitter Quand on quitte son boulot tous les soirs en se disant « mon Dieu, je fais des trucs dégueulasses toute la journée », c'est pas très bien non plus pour soi, parce que là, on s'achemine vers le burn-out, vers la dépression, vers en tous les cas des formes de résignation qui risquent fort de retentir dans sa vie familiale, dans sa vie amoureuse, etc. Il faut se reconnaître dans le travail qu'on mène. C'est très difficile parfois à faire, évidemment, c'est plus facile pour moi de le dire en tant qu'enseignant à l'université, alors que, évidemment, je ne suis pas un aide-soignant au quotidien avec des personnes Alzheimer, et puis avec une direction qui me dit il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'il y a le rendement, etc. Bon. Mais je me dis quand même, quand il m'est arrivé de travailler quand j'étais plus jeune, de faire du nursing ou autre avec des personnes qu'on appelle lourdement handicapées, etc. Bon, j'essayais de faire mon boulot, mais en étant profondément présent à leur égard, sans me dire mais c'est dégueulasse, etc. Et j'essayais d'ouvrir aussi une autre chose pour pouvoir rentrer chez moi avec le sentiment d'avoir été à la hauteur et d'avoir respecté, reconnu la singularité de ces personnes qui ne pouvaient pas me parler, que je ne pouvais pas vraiment comprendre, mais en tous les cas, j'essayais de les protéger et d'être bien avec elles. Non, mais absolument. Et l'échappée belle, on pense à Christian Bobin immédiatement, puisque c'est un de ses titres. Christian Bobin qui est capable d'écrire aussi, j'oublie le titre exact, mais enfin c'est quelque chose du genre Éloge du radiateur, ou quelque chose comme ça. C'est pas éloge, mais enfin c'est Portrait sur portrait, oui. Donc qui est capable de voir, justement, de voir dans la moindre petite chose, une espèce de mystère magnifique. Bon. Mais
Alors, que vous disent vos détracteurs? Non, je pense plutôt à la difficulté qu'on peut avoir parfois en sociologie, mais là c'est plutôt certains paradigmes sociologiques qui sont arrogants et qui considèrent qu'avoir à eux seuls le monopole de la vérité. Là, ce sont par exemple les bourdieusiens, avec qui c'est particulièrement difficile de discuter, et puis de toute façon c'est même pas possible de discuter avec eux, parce qu'ils incarnent vraiment, ils ont la conviction d'être dans le vrai, et que tous les autres à leur entour sont des espèces d'amateurs qui n'ont rien compris et qui seraient, comme vous dites, dans la poésie. Là, voilà. Mais là, pour eux, c'est vraiment très, très négatif et c'est même méprisable. C'est plutôt là que je me sens en opposition avec un certain nombre de collègues dont je ne partage pas l'éthique, évidemment, parce que là, c'est une éthique d'arrogance et de mépris de l'autre. Mais quand je travaille sur les conduites à risque de nos jeunes, par exemple, je crois que ça fait longtemps que je suis plutôt confronté à une adhésion de la part des psychiatres, des psychanalystes, des psychothérapeutes ou des travailleurs sociaux, par exemple. Je crois que d'emblée, même, ça a été pour eux une surprise d'entendre un discours un peu différent du leur, mais qui les rejoignait d'une certaine manière par d'autres voies, et puis qui mettait en garde contre certaines procédures médicales un peu trop dures, du style médicaments, enfermement psychiatrique et autres. Donc je me suis très vite reconnu, ils ont très vite reconnu mon propos comme étant celui d'un compagnon de route. Je pense que c'est exactement la même chose qui s'est passé avec la douleur, puisque mon premier livre sur la douleur, c'était Anthropologie de la douleur en 1995. Mais immédiatement, j'ai été sollicité par beaucoup de médecins pour faire de la formation médicale continue, pour enseigner dans les facs, mais aussi pour faire énormément de conférences sur le sujet. Et ça fait encore aujourd'hui, je suis complètement immergé avec ces médecins de la douleur ou ces infirmières et autres. Il n'y a quand même pratiquement jamais d'opposition à mon égard. On m'écoute et puis si parfois certains sont un peu en désaccord, il y a quand même énormément d'échanges, de reconnaissance mutuelle, puisque je dis moi aussi que je ne sais pas toutes les douleurs. Et puis de toute façon, je ne suis pas non plus un médecin devant des patients. Par contre, je pense que l'anthropologie, la sociologie, la psychologie peuvent apporter aux médecins un certain nombre d'outils pour une meilleure reconnaissance et une meilleure prise en charge aussi de leurs patients. Il en va de même de Alzheimer, où j'essaie simplement de rappeler. Mais je suis sûr que dans la salle, il y avait un accord énorme, même de la part de beaucoup des médecins qui étaient là, parce que de toute façon, je lis tout. Je suis un dévoreur de livres, j'ai une bibliothèque absolument gigantesque chez moi, donc je les lis la plupart du temps. Et beaucoup de médecins qui ont écrit sur Alzheimer, je partage complètement leur vision du monde, la manière dont ils traitent leurs patients. En revanche, évidemment, on ne peut pas généraliser. Là, il faut se dire qu'on est vraiment dans cette salle, aujourd'hui, dans ces journées de l'espace éthique, du Grand Est et de Paris. On est dans un autre monde. Nous sommes des hommes et des femmes mobilisés. Nous sommes des humanistes, les derniers humanistes, d'une certaine manière, parce que j'ai parfois l'impression que nous sommes des dinosaures aussi, par rapport à la globalité du fonctionnement de nos sociétés. Donc nous ne devons jamais oublier qu'il y a beaucoup d'établissements où on fait énormément de violence à l'encontre de ces hommes ou de ces femmes, qu'il y a beaucoup de maltraitances, qui sont d'ailleurs souvent dénoncées aussi dans nos sociétés. Voilà. Donc on est plutôt entre nous, à l'espace éthique, nous sommes des résistants finalement. Hein. Nous incarnons une résistance humaniste, un sursaut humaniste face à un monde dont la bienveillance détruit de plus en plus, un monde de l'efficacité, du rendement, un monde cynique où on est de moins en moins ensemble, où on est de plus en plus côte à côte, et où il devient particulièrement difficile de vieillir. C'est comme ça que j'ai commencé mon exposé, pour montrer que ce n'est pas seulement la longévité de nos sociétés qui induit la masse de personnes à Alzheimer, c'est peut-être aussi le fait que les personnes âgées n'ont plus aucun statut dans nos sociétés. Elles sont mal à l'aise, elles sont paumées avec l'urbanisation des villages, les lieux de vie, même les quartiers qui deviennent parfois pas très vivables pour elles, et puis la mémoire, on n'est absolument plus dans une société de la mémoire. D'ailleurs, quand on voit la montée de l'extrême droite dans nos sociétés, on voit bien qu'on est dans des sociétés amnésiques qui ont oublié comment nos sociétés ont pu être détruites par les fascismes, par le nazisme, par le racisme, par l'antisémitisme, et on veut encore y revenir.
Donc on comprend que les personnes âgées soient complètement décalées, quoi. On se dit, elles n'ont plus rien à nous apprendre, elles sont ringardes, comme on dit. Voilà. Mais comment vieillir dans ce contexte-là où déjà on a une diminution de nos forces physiques, on a de moins en moins sa famille autour de soi, du fait de l'éparpillement des familles à travers tout le pays. Voilà, donc je crois qu'on vit dans un monde où il est extrêmement difficile de vieillir et où les personnes âgées donc, auraient énormément besoin d'un peu plus d'humanité, d'un peu plus de compréhension, de reconnaissance, d'accompagnement. Voilà, et je pense que c'est ça que nous essayons d'incarner dans nos colloques, dans nos rencontres. C'est ça que l'éthique essaie de maintenir. C'est un peu à côté, mais quand même, pas tant que ça, parce que comment vous... Quelle place, disons, la marche a dans tout ça? Ouais. Parce que, bon, ça me paraît fondamental, hein, mais... La marche, finalement, est un outil absolument merveilleux pour chacun de nous. C'est-à-dire, moi, je suis un grand marcheur et pratiquement chaque semaine, avec ma compagne, nous partons dans les Vosges et nous allons marcher. Voilà. Et puis, quand je suis ailleurs, n'importe où dans le monde, généralement, je cherche les lieux où on peut marcher. Et marcher, c'est une manière de se retrouver, de reprendre son souffle, de retrouver une disponibilité aussi face aux situations, face au temps, puisque quand vous marchez, en principe, vous n'avez pas votre montre, vous ne chronométrez pas. Voilà, c'est une espèce d'échappée belle, mais d'échappée belle heureuse, où également on n'est plus connecté, donc le téléphone portable ne va pas sonner toutes les 5 minutes, parce que généralement on est dans des lieux, évidemment, où les portables, heureusement, ne fonctionnent plus. Donc on peut être tout à fait présent à l'autre, si on est avec sa compagne, avec ses enfants, avec ses amis, par exemple. C'est le retour de la conversation. Et la conversation est en train de disparaître de nos sociétés aujourd'hui au profit de la communication. Vous pouvez être des fois avec vos amis les plus proches, le téléphone sonne et vous les voyez qui vous lâchent tout d'un coup et qui entament une conversation avec le lointain, comme si le lointain avait plus de valeur que le plus proche. La conversation est vraiment menacée dans nos sociétés contemporaines, et de plus en plus menacée, et ça devient donc une valeur à restaurer. La marche, c'est une manière formidable de retrouver la conversation avec ses enfants, avec sa compagne ou son compagnon, avec ses amis, etc. Et puis, la marche, c'est aussi évidemment le retour à la lenteur dans une société qui prône la vitesse, le rendement, l'efficacité. Là, on reprend à bras-le-corps, on est dans une vie, dans un rapport à la nature à hauteur d'humain, en quelque sorte. La marche, c'est aussi le retour à une sensorialité du monde, c'est-à-dire qu'à nouveau, on est dans la beauté du monde. À nouveau, on est dans une écoute du monde qui est merveilleuse, avec le chant des oiseaux, le vent dans les arbres, les sources. C'est aussi l'olfaction du monde. À nouveau, on sent les odeurs, même les odeurs de champignons, les odeurs de pluie, mais aussi au printemps, on sent les odeurs de toutes les fleurs qui renaissent, etc. C'est aussi la tactilité. Dans la ville, on ne touche rien, sinon de façon utilitaire. Mais quand on marche, on a envie de plonger ses mains dans une source, on a envie de se baigner, de plonger dans un lac, dans une rivière, on a envie de toucher un arbre parce qu'on a l'impression que l'écorce nous surprend, etc. On est en permanence. Et puis on va prendre une pierre, on va ajouter une pierre à un cairn qui est là. Voilà, on retrouve donc dans la marche une sensorialité pleine, heureuse. Donc on retrouve profondément son humanité. Et puis la marche est aussi une manière de résoudre les problèmes qu'on peut avoir dans sa vie personnelle, problèmes professionnels, individuels, etc. Quand on marche, finalement, on pourrait dire métaphoriquement et réellement qu'on laisse derrière soi tous ces tracas. On a fermé la porte de sa maison, eh bien on a enfermé derrière soi ces tracas. On va au-devant d'un monde qu'on ne connaît pas encore, on a peut-être quelques heures ou quelques jours devant soi, et c'est là, à partir du moment où on ne va plus penser à ses soucis, à partir du moment où on ne va plus leur donner de l'énergie en y pensant sans arrêt, c'est là où finalement on va trouver très souvent la solution et qu'on va donc s'affranchir d'un tracas qui était le nôtre.
Alors bon, ça c'est les bienfaits de la marche dans la vie quotidienne pour chacun de nous, mais aussi la marche peut être utilisée par exemple pour des jeunes en souffrance. C'est l'association Seuil par exemple à Paris qui mène un travail absolument colossal en emmenant des centaines de jeunes, des mineurs, délinquants, faire des longues marches sur 3000 km. Ça dure plus de 2 mois et ces jeunes à qui le juge pour enfants a proposé soit la prison soit la marche, eh bien vont choisir de marcher sans portable, sans musique, simplement dans la conversation avec une personne accompagnante et dans une relation élémentaire avec le monde. Et on en connaît l'efficacité absolument fantastique, c'est-à-dire il n'y a jamais de récidive. Ce sont des jeunes qui vont reprendre leurs études, qui vont lire pour la première fois de leur vie, et puis qui vont retrouver le goût de la conversation, le goût de l'apaisement, etc. Mais on fait marcher également des détenus dans la même logique, de les réinsérer, de leur rappeler la beauté du monde. Mais aussi, on peut faire marcher des personnes qui sont douloureuses chroniques, des personnes qui ont des cancers, des personnes qui ont des pathologies qui parfois sont relativement graves, mais le fait de les faire marcher, évidemment, non seulement restaure une santé du corps, entre guillemets, dans nos sociétés sédentaires. C'est-à-dire, si on est assis toute la journée derrière le volant de sa voiture, derrière son ordinateur ou derrière la télévision, c'est logique qu'on ne soit pas très bien dans sa peau et puis finalement qu'on donne du grain à moudre à nos maladies. Mais là, à partir du moment où on remet en marche ces personnes, même qui ont des sérieux problèmes de santé, eh bien, elles retrouvent le goût de vivre, mais elles retrouvent aussi une santé, une santé de leur corps, voilà. Et donc, ça permet aussi à des personnes qui se battent contre un cancer, contre d'autres pathologies, voilà, ça leur permet de mobiliser en elles les ressources qui vont leur permettre de combattre la maladie. Et en partageant, d'ailleurs, en ayant partagé pendant plusieurs jours avec d'autres personnes qui sont dans la même situation qu'elles, avoir partagé énormément sur leur expérience de la maladie, sur les astuces que chacune utilise pour repousser la maladie. Voilà, la marche est un merveilleux espace de conversation, d'échange, de reconnaissance mutuelle, et puis en même temps, c'est retrouver la civilité dans une société qui l'a complètement perdue, puisque des marcheurs qui se rencontrent aux quatre coins du monde se saluent, échangent un sourire, s'aident, s'entraident, se donnent des conseils, etc. Alors que quand on marche sur les trottoirs ou ailleurs, dans nos villes, on est plutôt dans la compétition, dans la violence. Regardez les automobilistes, les difficultés de fonctionner, de rouler ensemble, etc. Donc la marche est une formidable école aussi de la civilité, de retrouver le goût de vivre. Voilà. C'est pour ça que la marche est importante dans tous les domaines. Même faire marcher des personnes âgées. Regardez les clubs de marche dans tous les villages de France, la moyenne d'âge, elle est peut-être de 70 ans, 80 ans. Ce sont des gens qui ne vont pas marcher énormément, mais ils vont marcher sur quelques kilomètres, ils vont préparer des sandwichs, ils vont faire des gâteaux, etc. Donc ils vont marcher, puis il y aura le moment de la convivialité, des échanges, etc. Vous voyez, la marche est vraiment un remède merveilleux qui relève pas de la médecine, qui relève de la vie quotidienne, de l'élémentaire de la vie quotidienne. Voilà, je pense que partout où on va mal, la marche peut être une solution provisoire en tous les cas, ne serait-ce que pour remobiliser en soi des formes de résistance.